Blood tourna la tête vers la porte d'entrée de l'auberge de jeunesse. Bande de vagabonds. Cerne le bâtiment. Me semble être 15 ou 20, peut-être plus. Comment diable savent-ils qu'on est ici? Blood prit un air chagrin. Il baissa la tête. Alors? Un autre clébard a dû la sentir, au cinéma. Super. Et alors quoi? Alors on tient bon. Voilà quoi? T'as une meilleure suggestion? Juste une. J'attendais. Il souriait de toutes ses dents. Remets ton froc. L'apocalypse continue sur le train fantôme. Après les Fils de l'Homme, Children of Men, traités par Mathias, on va avoir notre petite conversation aujourd'hui sur un film post-apocalyptique bien méconnu, bien oublié, Apocalypse 2024, très mauvaise traduction française de A Boy and His Dog, une fameuse nouvelle de science-fiction d'Harlan Ellison. Ellison lui-même est le premier surpris de l'écho que va avoir cette nouvelle qu'il écrit entre deux romans. Il récolte l'année de sa publication dans la revue New Worlds en 69 le prix Nebula, et il est nommé pour le fameux prix Hugo en 1970. Dans cette catégorie particulière de la novella, pour laquelle on n'a pas d'équivalent en français, et qui désigne ces histoires qui ne sont ni des short stories, des nouvelles très courtes, ni des romans. A Boy and His Dog raconte donc l'histoire d'un garçon et de son chien, dans un futur postérieur à la 4e guerre mondiale. Dans un monde ravagé, on suit les errances de Vic et de son chien Blood, liés par un lien très particulier, celui d'une communication télépathique. Ellison prend le temps dans la nouvelle d'expliquer ce parti pris, ce point de départ pour le moins incongru. Le réalisateur dans le film n'en fera pas autant. Dans la nouvelle, les chiens télépathes sont créés du croisement de chiens policiers à l'instinct et au flair incroyablement sûr, avec des chiens sur lesquels l'armée expérimente et stimule des capacités télépathiques. L'étrange rapport qui s'instaure entre Vic et Blood est l'occasion aussi pour Ellison de retourner la convention, puisque c'est Vic, l'humain, qui incarne l'instinct, les pulsions, et c'est Blood qui incarne au contraire la raison. Il est le professeur de Blood, en fait, à tel point que la version française du film, assez astucieusement, rebaptise Blood prof. Et donc, c'est par le compagnonnage avec Blood que Vic est, dans cet univers ravagé, un être relativement cultivé, relativement au courant de l'histoire de ce monde rendu quasiment amnésique par la catastrophe nucléaire. Il apprend par exemple, grâce à Blood, à lire. Dans la nouvelle, il explique qu'il est très content de savoir lire. Alors on imagine tout de suite qu'il peut avoir accès encore à des vestiges de la civilisation passée, dans des bibliothèques ou en retrouvant des journaux, des livres. Eh bien non, la lecture, ça sert surtout à Vic pour lire les étiquettes de nourriture qu'il trouve et savoir ce qu'il mange et surtout ne pas s'empoisonner. Alors cette ironie, elle est présente dans toute la nouvelle car un ton très grinçant, extrêmement réussi. Les dialogues télépathiques entre Vic et son chien sont très vivants. C'est plein de mordants, si je puis dire. Et du mordant, il en faut souvent à Blood pour calmer les instincts de son compagnon Vic, puisque Vic est un adolescent en fait, hein, il a 15-16 ans dans l'histoire, et son obsession, comme l'obsession de beaucoup de ses compatriotes, c'est de trouver des femelles et de pouvoir s'accoupler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec des femelles. Et tout le récit de la novella est tendu par cette quête, puis cette découverte d'une jeune femme, jusqu'à la résolution, chute finale pour laquelle la nouvelle est célèbre, et que je vais vous raconter. Suite à des aventures et des péripéties que je ne résume pas, Vic s'est retrouvé accompagné d'une jeune femme, une toute jeune fille,
Quilla June et il a été séparé de Blood pendant quelques temps. Il retrouve Blood à la fin de l'histoire et Blood est mourant, il n'a pas mangé depuis quelques jours, il est blessé. Et donc, après une ellipse savamment placée par Ellison, on comprend que Vic donne sa compagne à manger à son chien pour que son chien puisse survivre. Y a-t-il dans tout ça une misogynie à l'œuvre? Oui, sans aucun doute. La nouvelle a beau dater de 69, elle est assez ambiguë. Quelle est la part de provocation de Ellison? Quelle est la part de produit d'une époque où peut-être les femmes ne sont pas aussi libres, en tout cas dans le regard des hommes, qu'on peut l'imaginer? Je ne sais pas. En tout cas, le film de L.Q. Jones va faire sienne cette misogynie et même l'appuyer à un point qui en devient presque drôle. Ellison, en fait, avait commencé à traduire sa novella en scénario, n'a pas réussi à achever le scénario, et donc le réalisateur L.Q. Jones l'a repris et l'a terminé avec un ami scénariste. Je pense que le ton extrêmement misogyne du film provient de cet apport du réalisateur. Le film commence par une scène terrible, pendant laquelle Vic assiste de loin aux derniers instants d'une jeune fille qui est violée hors champ par une bande de vagabonds. Et puis il s'approche, une fois les vagabonds enfuis, de l'endroit où il a entendu les cris de la jeune fille. Et elle est agonisante puisque les vagabonds l'ont laissée pour morte. Et Vic la regarde avec ce qu'on pensait être au début une certaine empathie, puisqu'il dit qu'il y a là un beau gâchis. Et la claque vient juste après, puisqu'il ajoute « elle aurait pu servir encore 2 ou 3 fois ». Donc c'est ce double mouvement, pour le moins ironique, voire franchement déplacé, et des caractéristiques du ton du film. Donc cette ironie mordante qui fait écho au ton de la nouvelle, ça c'est sûr, mais sur un mode ultra misogyne. Puisque dans le développement de l'histoire, Vic va faire la rencontre donc, de cette Quilla June, dont il tombe amoureux dans la nouvelle, c'est moins clair dans le film, et qui en fait est un appât utilisé par une société qui maintient une forme de civilisation sous terre, pour attirer des jeunes gens qu'ils ont sélectionnés parmi ceux qui vivent encore à la surface, afin de régénérer leur généalogie mourante pour cause de consanguinité, puisque par définition, ces gens qui vivent sous terre se sont repliés en société autarcique. Et donc Quilla June est l'instrument de cette capture de Vic. Alors dans la nouvelle, elle est un appât à son corps défendant. Et dans le film, le réalisateur et le scénariste rajoutent une sous-intrigue qui alourdit d'ailleurs le récit et lui fait perdre beaucoup de sa dynamique, dans laquelle Quilla June non seulement est très volontaire dans son rôle, mais en plus espère utiliser sa position vis-à-vis de Vic pour déstabiliser le pouvoir en place dans la société autarcique dans laquelle elle vit, dans la ville de Topeka, et prendre le pouvoir. Donc elle n'a vraiment... c'est une manipulatrice qui n'a aucun sentiment pour Vic. D'emblée, elle déteste le chien. D'emblée, elle se pose en concurrente par rapport à lui, ce qui est aussi assez maladroit par rapport à la nouvelle, où c'est pas le cas. Et ce qui est terrible finalement, c'est que cette scène initiale où Vic découvre cette femme violée laissée pour morte prend un écho, du coup, absolument affreux, puisque lorsque Vic est perdu à la fin parce qu'il a suivi Quilla Jones, on ne peut pas s'empêcher de se dire que s'il avait fait ce que les vagabonds ont fait, c'est-à-dire prendre son plaisir d'elle et la tuer, il n'aurait pas eu tous ces ennuis. Notre sympathie allant rapidement pour un Vic formidablement incarné par Don Johnson, vraiment un acteur qui n'a pas eu la carrière qu'il mérite. Là, quand on le voit dans ce film, on mesure l'étendue de son charisme et de son talent quand même un peu gâché. Notre sympathie allant donc à Vic, la chute finale, le retournement, a une valeur totalement inverse de celle de la nouvelle, puisque c'est des plus terribles.
C'est presque avec joie qu'on voit le héros se venger de cette ville tentatrice qui lui a valu tant d'ennuis et puis qui lui a tant menti finalement. Parce qu'en plus, dans cet appétit sexuel très franc et très direct de Vic vis-à-vis de Quilla June, il y a une espèce le réalisateur nous montre une espèce de franchise qui serait plus louable que les mensonges et l'esprit retors dont fait preuve Quilla June. Donc on aura compris que le message de ce film est vraiment à prendre avec des pincettes. Néanmoins, on l'a souvent dit sur le train, faire une œuvre de genre, œuvrer dans l'horreur, œuvrer dans le fantastique, c'est peut-être aussi être capable de transgresser. Donc si on ne chatouille personne, si on ne fait pas, on ne transgresse pas, si on ne heurte pas quelques sensibilités. Donc il y a là peut-être aussi un vrai geste de cinéaste dans cette transgression assez désagréable pour le spectateur. Cela dit, le film est plein de qualités plastiques. Il y a un rythme assez lent qui est plaisant. Jones s'attarde sur des paysages, très beaux paysages. Le film a été tourné dans le désert de Mojave. Jones est un acteur, donc il tire le meilleur de son casting. Je crois qu'il n'y a pas eu encore vraiment de comédie post-apocalyptique. Tous les genres, le film de vampire, le film de zombie, le film de fantôme, le slasher, ont connu non pas leur parodie, mais leur pendant comique. Je ne vois pas de film post-apocalyptique comique, de comédie post-apocalyptique. Celui-là est peut-être ce qui s'en rapproche le plus, notamment dans le traitement de la ville de Topeka, qui est clairement à la limite de la parodie grotesque. Là, Jones relaie assez finement ce que la nouvelle fait, à savoir que le monde du dessus et le monde du dessous, donc Topeka et puis ce désert irradié dans lequel vit Vic, sont en fait deux réalités temporelles différentes. En 69, quand Ellison écrit, en fait, le monde du dessus est une version un peu exagérée de pulsions qui sont à l'œuvre, notamment dans la jeunesse, dans le monde artistique, un élan de liberté bien connu. Et le monde de Topeka, le monde sous la surface, en fait, c'est les années 50. C'est l'Amérique des années 50. Et Jones relaie très bien ça dans les costumes, en nous montrant des gens habillés en bons fermiers ou en employés, une espèce de parade très joyeuse dans les rues de Topeka avec des majorettes, de la fanfare. Et tout le monde est maquillé en blanc avec une espèce de visage de clown. Donc on voit bien déjà combien tout ceci est factice. Et, alors évidemment, il n'y a aucune sympathie. Il est très clair tout de suite, encore une fois, pour qui va sa tendresse. C'est-à-dire pour ces espèces d'ados obsédés sexuels qui vivent au-dessus. Parce que bien sûr, ce monde du dessous que Jones regarde avec tellement de mépris, en fait, c'est le monde de Quilla June, c'est le monde de la fille, encore une fois. D'ailleurs, c'est un monde où il y a une des figures dirigeantes qui est une figure maternelle. Une figure, oui, de mère, hein. Donc elle aussi absente de la nouvelle, qui enfonce encore un peu le clou, s'il en était besoin, pour ce regard hyper viril, hyper macho. Alors mine de rien, le film en 75, s'il est loin d'être le premier film post-apocalyptique, il y a eu dès les années 50, notamment chez Corman, des films qui placent leur action après une apocalypse nucléaire. C'est quand même une figure de beau précurseur. Le chien et son compagnon évoquent irrésistiblement la silhouette de Max dans le désert australien. Dans le même ordre d'idée, la nouvelle de Ellison en 69 annonce aussi pas mal de récits de science-fiction à venir, notamment cette magnifique trilogie française sous la plume de Julien Verlanger, débutée par L'autoroute sauvage, qui reprend à son compte bien des éléments de la novella de Ellison, à tel point qu'on peut se demander si Verlanger ne l'avait pas lu, anglophile émérite qu'elle était. Et il est intéressant de lire cette sorte de variation sur ce même thème du point de vue d'un écrivain femme. Ça a l'air bête, mais le chien joue très bien. Il est vraiment fort attachant.
Le film d'ailleurs relève un peu de ce sous-genre du film de compagnonnage animal, où on voit un gamin accompagné d'un chien attachant vivre toutes sortes d'aventures. Donc c'est aussi un des marquages grinçants de ce genre très particulier. Souvenons-nous de Lassie, de Rintintin. Voilà, on est tout à fait dans cette veine-là. Euh, de toute façon, L.Q. Jones, c'est un homme du western, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment tourné d'innombrables films en chapeau. Et ça se sent vraiment, et c'est une sorte de western son film, donc on est beaucoup plus dans la confluence de genres typiquement américains, que ce soit le western, le buddy movie, le film de compagnonnage animal, plutôt que vraiment l'œuvre de science-fiction. Signalons pour finir que cette novella d'Ellison a décidément eu une postérité fort intéressante, puisqu'elle a aussi permis la production d'un très bel album de bande dessinée illustré par Richard Corben, Vic and Blood, traduit à l'époque aux éditions USA. Je ne sais pas s'il y a encore une édition actuellement. Hein? J'ai faim. Tu m'as trouvé une meuf? Hein? Tu m'as trouvé une gonzesse? J'ai faim. Tu m'as trouvé une fille ou pas?